J'avais une communauté sur Snapchat, je partageais des story time. Le sommaire, ça va être déjà comment bien lécher en premier. Et pourquoi les gens, ça les a interpellés? C'est parce que je racontais mes expériences sexuelles. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De sextoys. C'est ma première vidéo, ça s'intitule Ma première fois. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo YouTube. Je vais vous raconter ma première fois en fait. Et elle a fait combien de vues? Alors là, elle a 3,8 millions de vues. Ah oui, donc elle a pas bien marché, elle a explosé. Il a combien le prix de ton compte OnlyFans? Sans réduction, il a 120 € par mois. 120 € par mois. Mes médias privés également sont des médias très chers. Au tout début, je pouvais vendre des médias à... Non, pour moi, c'est totalement en cohérence avec mes valeurs. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Chloé, qui est youtubeuse, sexothérapeute et qui est aussi créatrice de contenu sur les plateformes de contenu privé. Exactement. Donc Mime, OnlyFans. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Super, merci d'être venu. Parce que merci à toi. Au début, tu avais peur de là où tu allais tomber, ce que je peux comprendre. Surtout quand tu es dans ce milieu, tu as beaucoup qui t'invitent avec des questions un petit peu pièges, etc. Moi, c'est pas du tout le but. Oui. Moi, voilà, ce qui m'intéresse dans ton profil, c'est limite ce qu'il y a autour. Donc l'aspect, au début, tu m'as dit, on a parlé juste avant en off, que tu avais commencé en tant que youtubeuse classique, entre guillemets. C'est ça. Que tu avais fait ça pendant combien de temps? 3-4 ans? Oui, à peu près, ouais. De 2018 à 2020, j'ai fait des vidéos. Ok, pour constituer un petit peu, tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans, donc tu as commencé YouTube, tu avais 22, 23? Ouais, c'est ça, exactement. Ok, puisque du coup, tu étais en études, tu travaillais déjà? Alors, avant YouTube, en fait, j'ai commencé sur Snapchat. J'avais une communauté sur Snapchat, en fait, je partageais des story time, je partageais ma vie. Et pourquoi les gens, ça les a interpellés, etc. C'est parce que je racontais mes expériences sexuelles. Et en fait, j'avais toujours... c'était un peu comme une fable de La Fontaine. Je racontais l'expérience, puis je disais, voilà, vous voyez, la morale de l'histoire, c'est ça. Faites ci, faites ça, faites plutôt ci, faites plutôt ça. Et donc, les gens, à l'époque, ça les a beaucoup choqués. Bon, aujourd'hui, ça choque encore, mais moins, parce qu'on a quand même eu une libération sexuelle de la femme. Mais c'est vrai qu'à l'époque, une femme qui parlait de sexualité, c'était vraiment mal vu. Et oui, tu étais dans les premières en fait. Ah oui, bah après, j'étais pas la première. Il y avait Climity Jane, Léa Chou, il y avait d'autres filles avant moi qui ont fait du travail également sur ce sujet-là. Mais c'est vrai, pour aller en profondeur, voilà, moi je regardais ces filles-là, mais je trouvais qu'elles n'allaient pas dans les termes, elles n'allaient pas dans les profondeurs. Il y avait une certaine pudeur. Exactement, voilà, c'était souvent sous des métaphores, etc. Et moi, je voulais les termes. Je voulais, si on parle d'un pénis, on parle d'une verge, on parle d'un gland, on parle en termes anatomiques pour comprendre. Parce que sinon, quand on arrive dans la sexualité en ayant aucune connaissance anatomique ou une certaine naïveté, forcément, j'ai trouvé qu'on avait du mal à rentrer sainement dans la sexualité. D'accord, ok. Donc, quand tu commences YouTube, c'est direct sur ce sujet-là? Exactement. Et ma première vidéo s'intitule Ma première fois. D'accord. J'ai raconté ma première fois. Et ça a marché tout de suite? Tout de suite. Parce que du coup, tu as push avec ta communauté Snap, exactement. Et elle a fait combien de vues pour qu'on se rende compte? Alors là, elle a 3,8 millions de vues. Ah oui, donc elle n'a pas bien marché, elle a explosé, surtout en plus pour l'époque. Exactement. Là aujourd'hui, les gens ils voient peut-être, je pense, en une journée 100 000 vues. Hein. Et c'était énorme pour l'époque. Pour l'époque, parce qu'on se situe, c'était en 2018, c'était énorme. Enfin, c'était énorme. T'avais tout cassé. En plus, tu partais de zéro. Exactement. Donc énorme. En plus, une des premières qui parlait de sexe, d'accord. Donc tu commences YouTube. À ce moment-là, du coup, tu vis déjà de Snapchat ou t'avais encore un job ou des études? Alors moi, de formation, je suis infographiste. J'ai fait une formation infographiste. Et pour la petite anecdote, c'est moi qui ai créé la pochette autotune de Damso. Mais non. Si. Mais c'est génial. Ok, voilà. D'accord. Ok, trop bien. Donc du coup, voilà, je suis infographiste à la base. Et c'est vrai que tout ce qui était photo, je trouvais ça un petit peu trop statique. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas me diriger vers la vidéo. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de partager des choses, de... Je sais pas, aider les gens, je voulais toujours aider les gens et je me suis dit pourquoi pas donner des conseils sur la vie sexuelle, sur la sexualité en général. Et aussi j'ai beaucoup le côté développement personnel, spiritualité, qui a beaucoup aidé les gens à prendre confiance en eux, surtout les femmes, dans leur corps, dans leur vie en général. Mais t'avais pas peur parce que tu le soulignais, t'étais une des premières. C'est encore tabou aujourd'hui, mais ça l'était encore plus avant. C'était pas encore ton métier, ton gagne-pain. C'est risqué en termes d'image. Moi, par exemple, je sais quand j'ai focus sur ce domaine-là, donc OnlyFans, Mime, les plateformes, je vivais déjà de mon activité. Je savais que mon audience allait me suivre, et donc c'était un risque, mais calculé, modéré. Calculé, ouais. Toi,
tu as quand même fait un sacrifice social en termes d'image, de réputation, où tu sais que tu allais peut-être avoir 30, 40, 60% de tes proches qui allaient dire, ah bah là, Chloé, elle va dans un chemin. Donc déjà, comment est-ce que tu as anticipé ce risque? Qu'est-ce qui t'a permis de le prendre quand même et quelle a été la réaction de tes proches par rapport à ça? Mes amis de ma famille. Alors en fait, moi comme je t'ai dit, je faisais ça déjà sur Snapchat à la base, donc en vrai, c'était pas quelque chose de nouveau. Et justement, le fait qu'on m'avait collé une étiquette, vraiment une étiquette fille facile, etc. Je me suis dit, déjà je ressentais un énorme sentiment d'injustice parce que pour moi, c'est pas normal que les hommes puissent avoir une liberté sexuelle et que la femme elle fait la même chose et elle a pas le droit, elle est jugée. Voilà, pour moi déjà ça c'était pas normal. Voilà, moi je suis Verseau, c'est la liberté, c'est vraiment on fait ce qu'on veut, tant qu'on fait de mal à personne, je vois pas en quoi la sexualité de la femme, ça devrait être un tabou et ça devrait être quelque chose qu'on ne doit pas faire tout simplement à partir du moment où c'est quelque chose de sain et qu'on le fait avec bien sûr le consentement, sûr, etc. Je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes par rapport à ça. Quand tu as vraiment la partie publique, le fait d'en parler publiquement, et que ça etc. marche en plus, hein. Et que ça marche. Après, bon, ça a pas ça marchait au début, mais les gens étaient très virulents dans les commentaires. Hein. Ils étaient vraiment, ils comprenaient pas. Ils disaient mais pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu dis ça? T'as pas honte? T'as pas de parents? Pourquoi tu fais ça? Et en fait, son papa doit être fier. Voilà, exactement. Voilà les fameux commentaires. Et donc moi, au fur et à mesure de ma chaîne YouTube, je voulais expliquer que la sexualité, c'était pas quelque chose déjà de sale. Au-delà de ça, le fait que ce soit un tabou, bah, il fallait pas que ça en soit un, mais que c'était une véritable science, que c'était une véritable c'est quelque chose de vrai, c'est pas... qui fait partie de la vie. Exactement, qui va pas être, et puis même le fait, après j'ai découvert la sexologie, la sexothérapie, et c'est une véritable étude au même titre que la médecine, au même titre que n'importe quoi. Parce que du coup, ton activité de sexologue, c'est venu sexothérapeute. Sexothérapeute, pardon. Pas les mêmes. Est venu après que tu te sois lancé sur YouTube. Exactement. Ouais. D'accord. Et donc, après la vidéo, ma première fois, qu'est-ce qui se passe en termes de réaction de tes proches? Est-ce que c'était déjà, bon, elle avait déjà commencé sur Snapchat, donc on est habitué, ça ne nous étonne pas trop? Ou est-ce que, parce que la vidéo a très très bien marché, est-ce que tu as passé un cap et tu as senti que pour certains ça bloquait? Alors pas du tout, parce que moi je viens d'une famille très très ouverte d'esprit. Mes parents ils m'ont toujours parlé de sexualité, ça n'a jamais été quelque chose de tabou. J'ai eu mes premières règles avec mon père, ma mère elle m'a très vite mis sous pilule, même si je comptais pas avoir des rapports sexuels, c'était juste par protection, par prévention, en me disant bah, si tu as envie de le faire, au moins tu es protégé, si tu n'as pas envie de le faire, bah, ça peut t'aider pour avoir moins d'acné. En tout cas, ça n'a jamais été quelque chose de tabou dans ma famille, ça n'a jamais été quelque chose de sale ou de honteux d'en parler. Donc quand ils ont vu que je faisais ça sur les réseaux sociaux, bah, ils ont dit c'est bien, tant que ça aide les gens et que tu aimes ce que tu fais. Après, ce qui était plus dur pour eux, c'était surtout les commentaires méchants, les gens qui me critiquaient, les gens qui avaient une fausse image de moi quelque part. Et donc du coup, ils avaient juste envie de leur dire mais apprenez à connaître Chloé dans la vraie vie et vous verrez que c'est pas celle que vous dépeignez dans les commentaires. Ok. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as déjà eu des haters, des personnes qui sont allés vraiment trop loin? Donc, tu as pas mal d'influenceuses qui parlent de stalking, de mecs qui dépassent les bornes et tout. Est-ce que tu as déjà eu des cas comme ça? Alors, j'ai pas eu des cas comme ça. Moi, il faut savoir que quand j'étais à mon prime de YouTube, oui, j'avais des haters, mais pas non plus au point comme Poupette ou comme des grandes influenceuses comme ça. Moi, c'est vrai que c'était des haters un peu... ciblés, voilà, quelques-uns par-ci par-là. J'ai fait une conférence à l'université Paul Sabatier de Toulouse concernant les dangers des réseaux sociaux, etc. Et en fait, ils ont appelé pour dire ouais, vous n'avez pas honte d'inviter cette fille, nanana. Et heureusement que le comité qui m'avait invité me connaissait et était en accord avec mes principes et mes valeurs. Et ils ont dit mais Chloé, nous on s'en fiche, on te connaît, on veut pour quitter, on s'en fiche. Mais ils essayent de saboter. Okay. Ça c'est sûr, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as professionnalisé ton activité de sexothérapeute? Parce que du coup, tu es sur YouTube, tu parles de plus en plus d'intimité, de tes relations, d'expériences, je suppose, de gens qui te les envoient peut-être? Alors, de base, je parlais vraiment que de mes propres expériences. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus générales avec, bien évidemment, du savoir que j'ai acquéri pendant mes études et que j'ai acquéri également dans les livres. Voilà, je lisais beaucoup des livres de sexologie, sexothérapie, pour avoir les connaissances vraiment exactes et pour ensuite pouvoir partager ces connaissances-là
ça. J'ai fait notamment 2 vidéos très connues qui s'appellent Tuto Fellation, Tuto Cuni. Et c'est vraiment des vidéos d'1 heure où j'explique pas à pas comment on fait. Voilà, bon, c'est bien sûr, il n'y a pas une seule manière, mais j'explique, voilà, donc ça va être comme ça, c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça. Et ça aide énormément les gens d'avoir un peu ce genre de tuto pas à pas pour pouvoir commencer une sexualité de manière saine, ou pour les gens qui n'ont qui n'ont aucune personne à qui demander, ils vont voir sur YouTube et là, ils peuvent avoir des réponses. Oui, parce qu'en plus, c'est des sujets où tu ne demandes pas forcément à ta famille, très loin de là. Entre proches, potes, il y a le côté humour ou alors pudeur qui prend le dessus. Et tu vas pas aller voir un médecin pour en parler. Les gens, ils ont un peu honte, etc. Donc en fait, tu es un peu devenu sexothérapeute malgré toi. De base, ça partait. Je dis pas que tu n'as pas bossé, pas du tout. Hein. Je dis qu'au début, tu parlais juste de ce que tu vivais. Exactement. Ouais. Et après, je pense que tu as eu des questions où tu as eu une envie de te documenter. Et c'est là en fait où tu t'es professionnalisé. C'est arrivé quand ça, 2019, 2020? Alors, je suis devenue sexothérapeute il y a un peu plus d'1 an. Du coup, j'ai fait mes études avec Alain Héril. Je ne sais pas si tu connais, c'est un sexothérapeute, psychanalyste très connu qui, justement, lui, allie le côté anatomique, mais pas que. Voilà, il prend vraiment la globalité de l'être humain, son environnement, ses expériences, parce que chaque patient est différent et chaque patient s'ancre surtout dans une histoire. Notre sexualité, c'est avant tout une histoire. Ok. Et cette histoire, parfois, il peut y avoir des pots cassés dedans qui font qu'aujourd'hui, on en pâtit. Ok, d'accord. Et donc du coup, est-ce que tu vivais à ce moment-là ton activité de youtubeuse et de sexothérapeute? Oui, youtubeuse. Alors certes, YouTube ne paye pas des milliers et des cents, mais oui, je pouvais vivre de YouTube. Ça allait, c'était pas non plus un salaire mirobolant. Exactement. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, bah tiens, pour augmenter mes revenus et parce que je trouve ça cohérent avec qui je suis et ce que je prône, je vais me lancer sur les plateformes? Alors, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Alors, YouTube, donc comme tu sais, ils ont leur programme créateur. Bien sûr. Et moi, effectivement, au fil du temps, je commençais vraiment à faire des vidéos beaucoup plus poussées en sexologie, beaucoup plus axées sur la sexualité. Et YouTube, un beau matin, a décidé de me retirer du programme créateur. À cause des sujets que tu abordais. À cause des sujets que j'abordais. Et donc, je me suis dit, j'ai plus de revenus, je fais comment? Et ça faisait même pas 1 an que ça existait, Mime. Et je voyais qu'il y avait des filles, elles commençaient à en parler beaucoup. Je voyais que tout le monde prenait le train un petit peu. Il y avait des sommes aussi qui étaient avancées, qui étaient pas mal. À l'époque, je voyais de loin, mais je me disais pas, oui, ça va le faire ou quoi. Moi, j'ai toujours été très nude dans ma vie, même avant d'être monétisée pour faire ça. J'ai été très nude. Moi, j'ai fait une vidéo comment faire des beaux nudes. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très sain, de très naturel. C'est se réapproprier son corps. C'est vraiment... voilà, une sensualité propre. Exactement, pour moi, c'est une forme même de thérapie. Pour moi, faire des nudes, c'est une forme de thérapie parce que ça permet d'être vraiment dans son corps. Et donc... je reçois ce fameux mail et là je me dis bon, je vais me créer un mime parce que si YouTube veut plus de moi, c'est pas grave, je vais faire ce que j'ai fait gratuitement mais je vais le faire payant tout simplement. Ok, d'accord. Et du coup tu te lances pour situer à peu près à quelle date? Je me suis lancée, il me semble, en 2020, quelque chose comme ça. Durant le confinement? Oui, je pense. Ok, d'accord. Et ça a bien marché tout de suite? Tout de suite. J'avais rien posté. Déjà, il y avait énormément de gens qui s'étaient abonnés alors que j'avais même pas partagé ma page. J'étais vraiment choquée. Il y avait une demande, il y avait une réelle demande pour mon mime, quoi. Oui, en plus, c'était le début des plateformes exclusives, véritablement, OnlyFans, Mime, etc. Donc, moi, ça m'étonne pas vraiment. Et puis, en plus, quand les gens suivent une personnalité qui n'est pas du X, qui n'est pas du monde du charme et qui lance une plateforme, qui lance un compte sur une plateforme, ça explose parce qu'en fait, ils la suivent depuis des mois, des années. Il y a ce petit truc qui se crée d'attirance. En fait, tu as l'occasion d'en voir plus d'un coup et ça marche beaucoup plus que si tu t'étais lancé simplement en tant que modèle, tu vois. Je pense que le côté influenceuse et en plus sexothérapeute, ils se sont dit ah. Oui, mais en soi, c'est cohérent. C'est pas comme si j'étais youtubeuse beauté puis d'un coup, je me suis mis à faire mime. Alors oui, c'est plus cohérent, mais dans tous les cas, les gens auraient adoré. Bien sûr, justement parce qu'il y a ce côté, je peux enfin en voir plus, quoi. Ok, donc ça marche très bien direct. Et moi, ce qui m'a surpris, on en parlait tout à l'heure, juste avant l'interview, c'est le prix de ton abonnement. Parce que, en plus, c'est une stratégie très souvent des modèles, c'est mettre un abonnement à un prix assez bas pour attirer du monde et faire du profit via les médias privés, les photos personnalisées, les médias sur demande, etc. Toi, je suis allé voir. Il a combien le prix de ton compte OnlyFans, Mime? Alors sans réduction, il a 120 € par mois. 120 € par mois? Oui. Ok. C'est une location de voiture à ce prix-là. Non mais pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Parce que
tu t'assois sur pas mal de clients. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là de mettre un prix? Enfin, je crois que c'est le prix maximum en plus. Exactement, c'est le prix maximum que Mime permet. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Tout simplement parce que j'estime déjà avoir une valeur. Voilà, je dis pas que les filles qui se mettent moins cher, elles ont moins de valeur. Pas du tout. Chacune gère sa stratégie. Comme tu as dit, c'est vraiment une stratégie marketing de choisir son placement. Moi, je voulais vraiment me positionner tout en haut parce qu'à partir du moment où tu te positionnes en bas, le problème, c'est que tu pourras jamais monter. Déjà, oui, premièrement, parce que les gens t'ont eu pour que dalle. Exactement. Déjà, ça, c'est mort. Je me suis dit, il faut que je me positionne tout en haut. Comme ça, si jamais, au fil du temps, je pourrais baisser petit à petit. Maintenant, j'ai décidé de ne jamais baisser parce que, pour moi, voilà, ça, c'est mon prix initial. C'est comme un musée. Voilà. Moi, je vois mon Mime comme un musée. Et tu payes le prix d'entrée, puis tu rentres, tu regardes, tu fais ce que tu as à faire, et puis tu repars. Voilà. Moi, j'estime que ce prix-là, c'est correct. Mes médias privés également, ce sont des médias très chers. Okay, est-ce que tu peux nous donner une petite tranche de prix? Une petite tranche de prix, au tout début, je pouvais vendre des médias à 500 €. Des vidéos? Photos. Des photos à 500 €? Oui. Pas mal. Ouais. J'en vois rarement, j'en ai vu pourtant, mais... Ouais. Au tout début, ouais. Là, maintenant, c'est vrai qu'avec l'inflation et tout, c'est un peu dur pour tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, ça marchait très bien, oui. Ouais. Et je me dis que si j'avais eu la qualité de ce que je propose aujourd'hui, quand tu as commencé, là, ça aurait été un massacre. Mais ça aurait été une dinguerie, ouais. Parce que franchement, aujourd'hui, je propose vraiment, pour moi, c'est des films. Je tourne des films. Oui, tu me disais, quand justement en off, je disais 100 €, faut les mettre, quoi. Et tu me disais, mais après, voilà, c'est un vrai métier. Ah, mais oui, c'est un tournage. J'investis, je prends je fais des scénarios, des scripts. Donc, je vais voir aussi, je fais avec beaucoup de filles différentes. On fait des collaborations. On investit dans notre lingerie, on investit dans des lieux. On investit également dans des accessoires. Oui, tu fais vivre une vraie expérience aussi aux clients, quoi. Exactement. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, comme je viens de YouTube, le montage, tout ça, mettre des musiques, mettre des trucs, je trouve ça bien, ça fait une petite balade érotique, je trouve que c'est intéressant. Et pour la petite anecdote, sache que sur mon Mime, je n'ai jamais montré ma vulve, j'ai des limites attends, d'accord, c'est super intéressant ça. Qu'est-ce que tu montres / fais ou qu'est-ce que tu ne montres pas et que tu ne fais pas? Alors moi, tout est écrit avant de s'abonner. Donc j'ai marqué donc il n'y a pas de mensonge. Ah non, il n'y a pas de mensonge. Non, tout est écrit. Il y a marqué pas de pornographie, pas de masturbation, pas de full nude, ni dans le feed, mais en privé, c'est OK. Donc le plus hard que tu peux avoir de moi, ça va être pubis, quoi. OK. Pubis et sans nu, on va dire. OK, d'accord. Voilà. Et pour moi, ça s'apparente plutôt à du nu artistique. Pour moi, c'est... Voilà, toi, tu vois ça comme de l'art, en fait? Ah, bien sûr. Moi, je vois ça. Mais j'ai toujours dit que les nudes, c'était de l'art. Le corps de la femme, c'est de l'art. Donc, voilà. Je suppose que tu n'as pas eu à, comme beaucoup diraient, renier tes valeurs? Non. Non, pour moi, c'est totalement en cohérence avec mes valeurs. OK, d'accord. Et du coup, de plus en plus... Tu te définirais comment? Plus comme modèle, comme youtubeuse, comme sexothérapeute? Est-ce que tu prends une étiquette au-dessus des trois ou est-ce que tu dis bah non, je suis ça, ça et ça? Moi, je suis Chloé, je suis moi et c'est tout. J'ai toutes ces facettes en moi et je pense qu'il faut accepter qu'il y a une dualité. Il faut accepter que l'un et l'autre puissent cohabiter. C'est pas l'un ou l'autre, on peut être les deux. En fait, il y a beaucoup de gens qui font, je trouve, l'amalgame entre modèle et elle est conne ou tu vois, enfin des trucs comme ça. Si elle est modèle, c'est qu'elle n'a pas de cerveau. Voilà, c'est ça. Si elle est modèle, c'est qu'elle n'a pas de cerveau. Ou si elle est modèle, c'est que c'est par dépit. Mais pas du tout. On peut le faire aussi par choix. Oui, moi, il y a ce truc, ce qui m'énerve un petit peu. Même moi par rapport au métier et toi par rapport au tien, donc moi qui suis plus manager, qui crée une plateforme, etc. Très souvent, on va m'accuser de dire mais attends, mais en fait tu profites de la détresse des femmes. Je suis en mode mais attendez, mais qui vous dit qu'elles sont en détresse? Elles sont majeures, vaccinées, consentantes, il y a un contrat, elles font ce qu'elles veulent. Et ça me gêne un peu de plus en plus de voir des gens qui en plus prennent la défense soi-disant des femmes en disant mais elles doivent pas faire ça, mais t'es horrible, machin, ou alors elles ne savent pas ce qu'elles font. Je suis en mode mais attendez, mais qui est le vrai macho, le vrai sexiste dans l'histoire? Moi qui travaille avec ces modèles-là ou elles qui créent leur activité en âme et conscience, ou alors toi qui dis ah, elles savent pas ce qu'elles font les pauvres, tu vois, elles regretteront dans 5 ans. Non. Non, ça veut rien dire. Non, et puis surtout pareil, ils se rendent pas compte d'à quel point tu peux vivre une vie exceptionnelle quand tu es comme toi par exemple en cohérence avec ce que tu fais, avec des revenus très confortables que tu n'aurais peut-être pas pu avoir avec YouTube. Exactement. Parce que bonne chance pour te faire monétiser, tu vois, ou alors tu aurais dû, là pour moi, tu aurais dû tapiner en faisant des placements de produits en mode regardez ce super savon, tu vois. Et en plus, vu que moi, ma chaîne, elle était vraiment basée sexo,
toutes les marques, elles ne voulaient pas collaborer avec moi. Hein. Non, en plus, les seules marques que je collaborais avec, c'était des marques de sextoys, des marques de lingerie, voilà, des marques cohérentes. Et donc, tu étais sûr que YouTube allait baisser ton reach? Exactement, exactement. Et donc, dans tous les cas, YouTube, c'est une plateforme voilà, qui ne veut pas ce genre de contenu. Donc, autant aller là où on est apprécié, où on a de la valeur, et aller là où notre travail paye, tout simplement. Oui, bien sûr, carrément. Et pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui réfléchissent à se lancer, qui ont peut-être envie de s'intéresser au charme? Hier, j'accueillais Carla, la copine d'Adèle Laurent, qui me disait « mais moi, j'ai commencé avec le striptease et j'ai adoré ça. » Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux femmes qui s'intéressent, mais qui hésitent parce que l'aspect social, réputationnel, les parents, le est-ce que je vais pas regretter plus tard? Ah oui, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai fait une vidéo à ce sujet, mes conseils pour se lancer sur Mime. Et surtout, moi, je fais énormément de prévention. Voilà, moi, j'ai toujours dit aux filles, tout ce que vous faites restera à vie. Donc si vous le faites, voilà, si vous le faites pas avec âme et conscience, si vous le faites pas par plaisir aussi, parce qu'il y a énormément de filles qui vont s'y mettre par appât du gain, mais moi je pense qu'avant tout, il faut prendre du plaisir. Moi j'aime faire des nudes, j'aime faire mes vidéos, j'aime être dans le côté érotique. C'est quelque chose qui me plaît. Quand je fais le tournage, j'adore. Pour moi, c'est comme si je tournais vraiment un film. Il n'y a pas de sacrifice. Exactement, c'est vraiment du kiff. Parce que j'ai ça en moi. Et les filles qui veulent se lancer par appât du gain en se disant « Ah ouais, c'est bon, je vais montrer mes fesses, je vais gagner des milliers et des cents », non. Moi, je pense qu'il faut quand même le côté un peu « j'aime ce que je fais ». Et ça se voit que j'aime ce que je fais. Maintenant, attention, j'ai toujours dit, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de travail sans sacrifice. Bien sûr qu'il y aura des sacrifices à faire. Des sacrifices, comme tu as dit, social, tout en fait. Oui, de réputation, de gens qui vont plus vouloir te fréquenter parce que fait OnlyFans. Après, la vie des gens ne paye pas les factures. Oui, et surtout que la plupart du temps, les gens qui vont tourner le dos, dans tous les cas, n'étaient pas des gens qui seraient restés ad vitam aeternam avec toi. Exactement. Et puis, je pense que quand même, on a un entourage qui nous ressemble. Ouais. Donc, en général... la preuve, toi, t'es venu avec une de tes copines exactement, que je vais t'introduire ensuite. Oui, exactement. Et moi, j'ai que des gens autour de moi qui font Mime, OnlyFans, des gens ouverts d'esprit. Même quand j'étais à ma formation de sexothérapeute, personne ne m'a jugé. Enfin, c'était hyper bien accueilli. Parce que... tu sais quand tu es dans les bons cercles, en fait, tout simplement. Ouais. Oui, tu le sens. Quand tu es dans tes cercles pour toi, les cercles... When you know, quoi. Exactement, exactement. Je pense que c'est le mieux. Et puis, de toute façon, pourquoi aller là où des gens nous jugent, aller là où les gens vont être là en mode « Ah, ce que tu fais... Oui, et puis en plus, c'est très drôle. Même moi, je me suis dit, bon, quand je me suis lancé dans ce milieu-là, bon, on s'attend à trouver des mecs un peu chelous, les meufs... même moi, j'avais un peu ce préjugé de dire « Elles vont tous être un peu bizarres, machin ». Et en fait, non, parce que si moi, je me lance là-dedans, les gens qui se lancent dans le même milieu, très souvent, effectivement, vont me ressembler. Et étonnamment, et j'ai été surpris, ça a été un des milieux les plus sains. Bien sûr. Tu vois, la discussion qu'on a eue dans la cuisine tout à l'heure, on parlait du contenu de chacun, des avis de chacun. Même moi, tu vois, l'intervieweur, j'ai dit, bon, je suis pas là pour vous piéger. Toi, tu veux qu'on parle de quoi? Toi, tu veux que machin? Et en fait, c'est un milieu qui est étonnamment beaucoup plus sain que plein de milieux, genre la télé classique. Bien qui sûr. pourtant va pas hésiter à cracher sur notre milieu, tu vois. Mais bien sûr, mais après, je pense que c'est normal pour moi, les gens ouverts d'esprit, les gens qui n'ont pas de problème avec leur sexualité, c'est des gens qui sont tout simplement alignés avec eux-mêmes. Ouais, et donc forcément, ça va être des gens gentils, des gens altruistes, des gens qui vont pas te juger, ça va être des safe places en fait, tout simplement. Et je pense que dans notre milieu, et c'est comme moi par exemple, j'ai fréquenté pendant un moment les milieux libertins, et pour moi, les milieux libertins sont 1000 fois plus safe que les boîtes de nuit hétéros. Ouais, oui, complètement. Ouais, mais alors, vraiment. J'ai pas fait de club libertin, moi, mais ça m'étonnerait pas du tout en tout cas. Parce qu'il n'y a pas de toucher sans consentement, parce que c'est pas des gros relous, parce qu'on a cette image vraiment du gros pervers dans le spa libertin, mais pas du tout. C'est des gens très très respectueux, parce que justement la sexualité est pour eux sacrée. Et aussi qu'il y a un côté, tu vois, c'est comme l'État qui refuse de légiférer sur les prostituées. Ouais. Quand tu refuses de vraiment cadrer un truc, parce que tu dis, ah, c'est sale, ce machin, c'est là où c'est le bordel. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des acteurs comme les clubs libertins, comme Demoiselle, ma plateforme, ou Mime, ou des plateformes comme celle-ci, où en fait on vient juste mettre un cadre sécurisant à des activités, et ça évite plein de débordements, tu vois. Et moi je trouve ça dommage que, notamment l'État, légifère pas du tout sur les plateformes, le X, les agences, les modèles, même les prostituées escortes, tu vois. On peut tout à fait, moi je conseillerais à personne vraiment de se prostituer, tu vois, parce que je pense là il peut y avoir un sacrifice, même c'est dangereux, tu vois, c'est dangereux, ouais. Mais je serais un État, tu sais que ça va arriver, tu sais que ça va se faire,
Et l'enjeu, c'est vraiment de légiférer pour protéger les gens qui font ça. Bien sûr, c'est pour protéger les gens. Et de toute façon, le travail du sexe, c'est du travail. Bien sûr, oui. Puis en plus, pareil, l'État, ils sont en mode ah non, on n'aime pas, mais payez vos cotisations quand même. Tu vois. Oui, non, mais exactement, je suis d'accord avec toi. Et puis de toute façon, toujours créer un cadre rassurant, safe, c'est mieux. Et même, je pense que depuis que Mime existe ou que les plateformes comme ça existent, c'est beaucoup mieux qu'avant, quand on devait faire face directement. Voilà, des trucs un peu bizarres. Puis en plus, on savait pas, la personne, elle pouvait nous entourlouper. Enfin, c'était très bizarre. Et comme tu dis, après, le travail du sexe dans la vraie vie, là, c'est encore un autre domaine. Et puis, moi, en tant que sexothérapeute, j'ai beaucoup de patientes qui viennent justement de l'escortisme, qui viennent me parler de leur trauma par rapport à ça. C'est un milieu très dangereux pour moi. Oui, c'est ça. Bon, après, voilà, bien sûr, chacune a ses limites et chacune voit comme elle peut faire, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Il faut protéger sa santé mentale, sa santé physique. Il faut protéger beaucoup de choses. On vit dans un monde de plus en plus violent, insécure, violent. Les hommes, voilà, ils sont de plus en plus... ils sont de plus en plus fous, on va dire, et donc faire vraiment attention, c'est sûr. Et moi, je pense que quand on est sur les plateformes, ça nous permet aussi de faire du travail du sexe, mais sans avoir le contact, sans avoir le danger. Exactement, sans avoir le danger. Pour moi, c'est exactement ça. C'est que tu n'as pas le danger, tu es dans ta chambre, tu fais tes photos, tu fais tes vidéos, tu gères ton image de A à Z. Et voilà, si ça te convient, si ça te plaît, tu payes tes exactement, impôts, tu fais tout bien. Et puis voilà, tant que ça te plaît et que tu es heureuse dans ce milieu-là. Après, il y a plein de débouchés. Après, tu peux commencer par ça, faire autre chose, etc. Je trouve que dans le milieu, il y a beaucoup de domaines à explorer. Et comme je te disais en off, la sexualité pour moi c'est quelque chose de tellement vaste et tellement fascinant, la sexualité humaine, quand tu regardes vraiment en termes d'anatomie, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, etc. Tu comprends qu'un orgasme c'est vraiment un miracle. Parce qu'il faut que tous les éléments soient ouverts. Réunis, exactement. Et il faut être là mentalement, il y a beaucoup de choses. Et moi, en cabinet, je vois aussi beaucoup, par exemple, des hommes aussi. Je prends des hommes qui ont des problèmes d'anéjaculation, d'éjaculation précoce, d'anorgasmie. On a beaucoup de choses comme ça. Et tout ça, en général, ça vient de traumas d'enfance. En général, c'est quand il se passe des problèmes au niveau du complexe d'Oedipe, au niveau de situations incestueuses. Des traumatismes. Exactement, des traumatismes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos enfants, à nos adolescents et les accompagner vraiment dans leur sexualité, dans une sexualité saine, pour pas qu'ils se développent justement des traumatismes après dans leur vie sexuelle adulte. Ok, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je m'appelle Pure Human Soul sur tous mes réseaux sociaux. Donc Pure comme pure, Human comme humain et Soul comme l'âme. Exactement. Pure Human Soul sur tous mes réseaux sociaux. Et voilà, là bientôt des nouveautés et on continue la vie quoi. Ok, je mettrai les liens en légende. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao.